Salut tout le monde, bienvenue chez Jeux d'Or Factory. Donc l'émission avec le deuxième exercice avec notre cher ami Samuel Zitterman Et bonjour tout le monde, ravi d'être ici. et Farid Ben Salem. De check coude. Tiens Sam, tiens Edouard. Et moi Edgara, donc on est dans le laboratoire, donc c'est le comptoir, donc on va vous proposer un petit comptoir, une petite discussion entre nous. Donc la première émission c'était sur donc proposer un setting de campagne médiéval fantastique avec un univers et un setting de campagne. Donc on a déjà fait ça avec notre cher ami Matt et Axel que je dis salut. Et là, qu'est-ce que vous allez nous proposer de beau alors? Alors, je commence. Moi, je vais tricher parce que je propose un jeu de rôle dont tout le monde connaît l'univers. Bon, c'est encore un univers médiéval fantastique, en l'occurrence peut-être dans le monde le plus connu, puisque le roman est l'un des plus vendus avec la Bible. Donc moi, je vais parler du Seigneur des Anneaux, et puis principalement, non pas parce que je suis nostalgique ou archéo-rôliste, etc., parce que je joue à beaucoup de jeux récents, mais je vais parler du MERP, JRTM, donc MERP Middle Earth Role Playing, JRTM, Jeu de rôle de la Terre du Milieu, donc un univers très connu, le Seigneur des Anneaux, les Terres du Milieu, et un système de jeu tiré de Rollmaster, qui reste culte, et je vous livre un secret, beaucoup d'éditeurs sont intéressés pour localiser, traduire à nouveau Rollmaster. Et le jeu de rôle de la Terre du Milieu, ça reprend Rollmaster, c'est une version pas plus simple, mais avec moins d'éléments, moins de mécanique, moins de tableaux. Et malgré le fait que certains se plaignent d'un Seigneur des Anneaux peut-être un petit peu trop épique, un peu trop, des fois, high fantasy, il faut rechercher quand même dans les pages du livre de base des éléments qui permettent d'atténuer l'utilisation de la magie. Donc voilà de ce dont je vais parler aujourd'hui. Ok. Oui, parce que donc là, comme je disais tout à l'heure, donc on vous propose de jouer du Medieval Fantasy avec les goûts de notre cher collaborateur. Et Samuel, il va nous proposer. Mais du coup, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que va proposer Farid en prenant l'angle Dungeon World, donc, qui est un jeu propulsé par l'Apocalypse sorti en 2012. Et du coup, avec une proposition un peu différente, sachant que généralement, et je pense que c'est ce que propose GRTM, c'est qu'on fait souvent reposer tout l'univers et le background sur le maître de jeu. Et là, l'idée, c'est de dire, on va partager un peu tout ça avec la table et on va essayer de partager la responsabilité de l'univers et du cadre avec les joueurs et les joueuses. Mais ça me fait marrer ce que tu dis sur Rollmaster. Très sincèrement, si un éditeur ressort ça, vu l'espèce de marronnier et vu comme ça revient régulièrement, et oui, Rollmaster, à mon avis, bon, ça sera purement nostalgique, etc. Mais il y a moyen de faire un carton, c'est parce que tout le monde ressort Rollmaster dès qu'ils en ont l'occasion. Donc oui, à mon avis, ça m'étonnerait pas que ça fonctionne. Voilà. Alors justement, moi j'aime bien Rollmaster avec une utilisation modérée des tables. Parce que Rollmaster, en fait, c'est un système simple, donc jeu de rôle des Terres du Milieu aussi. Après, ça peut effectivement devenir une vraie usine à gaz si on veut utiliser tous les tableaux, toutes les extensions, etc. Et donc là, moi, je vais plus parler. Alors, justement, je prends GRTM MERP parce que je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps et j'ai fait jouer mes joueurs. Franchement, mes joueurs habituels, j'étais pas sûr que ça fonctionnerait. Et finalement, ils adorent. Ils adorent parce que, en fait, MERP, JRTM, il y a quand même, à l'intérieur du système, il y a des mécaniques hyper ludiques. C'est très jeu, c'est très joueur. Et c'est plaisant. Et puis, cette utilisation des dés presque de façon mystique, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est pourquoi utiliser des dés dans un jeu de plateau, un jeu de rôle. Il y a une raison particulière, c'est le suspense. C'est qu'avec les dés, on ne sait jamais ce qui va se passer, même quand on est presque sûr, pas loin du 100% de réussir, mais il y a une chance. Et là, je trouve que justement, le principe Rollmaster JRTM fait qu'avec l'open-ended roll, on peut rater son jet, mais on peut aussi aller très 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 loin, très très haut.
Donc ça, c'est pour la partie système. Alors, Ok. GRTM, alors peut-être que toi, tu veux parler un peu du système De de Dungeon World, Dungeon ouais, du World? coup. Alors Dungeon World est sorti en 2012. Entre-temps, il y a eu pas mal d'itérations du système, de refonte, etc. Mais la base, c'est donc propulsé par l'Apocalypse. C'est très simple. On jette Ouais. 2d6 plus un bonus de carac, qui peut aller de -3 à +3, en gros. Et là, à partir de là, on a 3 voies possibles. Sur 6-, c'est un raté. Et je dis bien raté, pas échec. Sur 7-9, c'est une réussite partielle. Et sur 10+, c'est une réussite totale. Réussite. Et du coup, avec ces 3 voies, on va s'intéresser plus aux conséquences de l'action plutôt qu'à sa réussite ou à son échec, en fait. Voilà. C'est la philosophie, en tout cas, de ce système. Ouais, Ed? Oui, en plus, c'est vraiment, pour le coup, Donjon World, c'est pour le système by Apocalypse World, c'est vraiment quelque chose de complètement différent de tous ces jeux traditionnels, quoi. Exactement. Et du coup, Dungeon World est un hack d'Apocalypse World. Et c'est un hack qui a été fait pour jouer du Donjons et Dragons, en fait. C'est pas le meilleur hack, c'est pas le meilleur système, mais il permet aux gens de découvrir ce système-là à travers quelque chose qui est confortable, et ce dont on va parler Tiens, dans cette vidéo, le médiéval fantastique. je vais te poser Mm. une colle, alors. C'est quoi le meilleur hack de Bah, PBTA? c'est l'original, c'est Apocalypse World. Ok. Après, moi j'aime beaucoup The Sprawl pour faire du cyberpunk, mais ouais, Apocalypse World, il faut y jouer au moins une fois dans sa vie de rôliste, je pense. Alors, si tu fais donc jouer Donjon World pour faire du médiéval fantastique, tu le proposerais avec quel système de campagne? Pourquoi? Comment tu le... Ben, comment ça fonctionne? c'est là où je parlais de responsabiliser les joueuses et les joueurs autour de la table pour porter le cadre, parce qu'en fait, Dungeon World n'est pas livré avec un cadre de campagne. Il est livré avec 0 cadre. Et même pour un jeu propulsé par l'Apocalypse, il n'y a pas de session 0 dans le bouquin. On ne te propose pas de faire une session 0, à contrario des autres jeux de ce système, où souvent tu as une session 0 où tu mets les choses en place. Dans Dungeon Mhm. World, ça n'existe pas, ça. Donc en fait, la proposition, c'est qu'en gros, tu vas jouer dans du médiéval fantastique, dans de la high fantasy, qui a priori parle à peu près à tout le monde. Donc, tu parlais du Seigneur des Anneaux qui est autant vendu que la Bible. Désormais, quand on parle d'elfes, d'hobbits, d'orques, etc., ça parle à tout le monde. Et du coup, quand tu dis, ben, on va jouer de la high fantasy, on va jouer comme dans le Seigneur des Anneaux, bingo, c'est bon. Les gens, a priori, ils vont savoir se situer. Donc Dungeon World est vraiment livré sans ça. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a des settings qui sont proposés, et même on va rebondir, je pense, ensuite sur ce que Farid va nous dire par rapport à JRTM et peut-être la manière dont l'univers est proposé avec ce système dont il nous parle. Et du coup, on peut facilement jouer sur d'autres univers ou des univers préétablis, mais ça demande un peu d'adaptation. Voilà, donc en fait, c'est bien que tu me confirmes quand même qu'il faut un peu s'adapter, comme tout nouveau jeu. Il faut, bon, moi-même, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé de faire master à Donjon World, j'ai un peu souffert, quoi. Ah, mais après, c'est comme tous les nouveaux systèmes, il faut tomber, faut se tomber, se relever. Un temps d'adaptation. D'ailleurs, je remarque que du coup, ton système, celui que tu utilises, celui que tu proposes aujourd'hui, et Rollmaster, finalement, c'est 2 boîtes à outils qui permet de développer son propre univers. Alors, peut-être Rollmaster, c'est plutôt le maître de jeu, et toi, c'est plutôt l'équipe, c'est le maître de jeu et les joueurs. C'est ça, exactement, ouais. Oui, du coup, c'est intéressant de toute manière, ces boîtes à outils comme dans Rollmaster et comme on dérive, je digresse un peu, mais dans les jeux, dans la redécouverte du old school, où on se retrouve avec des jeux très fournis en outils, par exemple avec des règles de bataille navale, des règles d'exploration, de poursuite, etc. Mais à aucun moment on te dit tu dois tout utiliser en fait. Bah, là, pour Rollmaster, j'imagine que c'est pareil, quoi. T'es pas obligé de, comme tu disais, de tout utiliser, de t'enfoncer dans les règles. Et toi, Farid, donc quel setting de campagne tu proposes pour Rollmaster? Il y a quelque chose de particulier? Il y a des scénarios? Il y a parce que par exemple, on parle beaucoup. Bon, tu nous parles de Rollmaster, mais pour jouer à Seigneur des Anneaux, on parle beaucoup de l'anneau unique, la version anglaise fait par Cubit 7, où il y a la version aussi DD5 qui fait apparemment un gros carton, mais qui est un arrêt, donc ça c'est un peu le souci actuellement. Mais ils proposaient de jouer dans la forêt de la Témérine Noire ou des différentes propositions de scénarios qui sont très intéressantes. Toi, tu proposes quoi en fait? Bah, du coup, moi, ce que je disais au départ, c'est que j'utilise une petite partie de Rollmaster, une version pour le Seigneur des Anneaux, donc qui s'appelle GRTM, Jeu de rôle de la Terre du Milieu, qui est bien établi depuis les années 80. D'ailleurs, en faisant des recherches, j'avais oublié qu'il y avait des dizaines de suppléments pour la première et la deuxième édition. Première édition années 80
deuxième édition années 90. Donc il y a plein de choses qui sont en place, avec quelque chose qui est établi, qui est proche au niveau de l'écriture des livrets du Wargame. D'ailleurs, on voit bien qu'encore une fois, ce sont des personnes qui ont mis le jeu en place qui viennent du Wargame. Donc c'est Iron Crown Enterprise, la maison d'édition qui avait édité aussi bien Rollmaster que Middle-earth Role Playing. Et c'est repris par Hexagonal. Là, on peut voir la boîte Hexagonal qui reprend la localisation française. Donc moi, j'ai un univers qui est déjà établi. C'est le Seigneur des Anneaux. Il est encore plus connu, mais ça, on ne connaissait pas. C'est à l'époque, on avait juste les romans et le premier film de Banksy concernant le Seigneur des Anneaux. Et on joue avant ou après le livre? Comment ça se passe par rapport au jeu? Non, en fait, en général, c'est le troisième âge hein, pour la plupart. D'accord. Après, il y a différentes propositions, hein, mais en général, on joue durant le troisième âge. Et donc là, nous, on jouait déjà avant les films. Alors, depuis les années 2000, encore plus de monde connaît le Seigneur des Anneaux. En plus, on a un support visuel incroyable. Il faut savoir que moi, avant que le film sorte, ça faisait presque 20 ans que je connaissais le Seigneur des Anneaux à travers les romans, mais surtout grâce aux jeux de rôle de base et les extensions. Donc, j'ai parcouru la Terre du Milieu dans tous les sens en tant que joueur et maître de jeu. Donc, je connaissais très bien, je connais toujours très bien, peut-être un peu moins bien maintenant quand même. Et d'ailleurs, j'ai fait jouer à toutes les versions du Seigneur des Anneaux, celle tirée du film, The One Ring, qui est un excellent jeu de rôle, Adventures in Middle-earth avec la version des règles de Donjons et Dragons 5, qui est très très bien aussi. Et là, donc, on a un univers bien connu, bien typé, avec des archétypes qui ont été utilisés dès la création du premier jeu de rôle, donc Donjons et Dragons en 1974, qui d'ailleurs, ils ont dû modifier des noms pour des questions de droit. Et là, moi, mon problème, ça a toujours été, quand je faisais jouer à Merp, et quand j'ai fait jouer à Merp plus récemment, là, on est parti carrément sur une campagne, c'est que mes joueurs, le gros problème, c'est que la plupart de mes joueurs connaissent l'univers, connaissent les différents environnements qui marquent la timeline du Seigneur des Anneaux. Et là, j'ai un petit souci parce que, surtout pour des aventuriers débutants de premier niveau, c'est que déjà, des fois, ils vont faire des réflexions sur des sujets qui ne sont pas censés connaître, en tout cas que les personnages ne sont pas censés connaître. Okay. Et là, c'est pas évident. On connaît ça dans plein de jeux de rôle. Ça va être la même chose avec Star Wars, évidemment, qui est hyper connu avec tous les films, tous les supports romans, films, dessins animés, etc. Pareil, c'est difficile. Alors moi, ce que j'ai mis en place il y a un bout de temps, que je me suis inspiré d'ailleurs de Marvel, des Strange en français déjà qui existaient à l'époque, j'ai pris le principe américain des what if, et si Peter Parker n'avait pas été piqué par l'araignée radioactive, mais sa copine Jen, et si c'était pas Tony Stark qui était Iron Man, mais quelqu'un d'autre, etc. Oui, donc tu as modifié en fait la trame générale pour surprendre tes joueurs. Exactement, je modifie la trame de l'histoire de base, ce qui fait que ça déroute complètement. Et je vous donne un exemple. Moi, j'avais mis en place une campagne grande échelle, très épique, qui donnait la possibilité aux joueurs de tomber sur les différents personnages et objets magiques importants du Seigneur des Anneaux. Ouais, j'avais visé haut. Hein. Et quand ils traversent la Moria dans l'autre sens... Non, t'as pas osé. Bah si. Ils tombent sur des cadavres de humains, de hobbits, de nains et d'elfes. Et là, ils comprennent pas trop. Hein. Sauf que j'interpelle un joueur et je lui dis, tiens, Olivier, viens voir par là un peu. Tu remarques, là, pendant que vous fouillez les corps et tout ça, tu vois quelque chose qui brille dans un coin. Tu es irrésistiblement attiré par cet objet. Et donc, il fait, ok, je vais voir ce que c'est. Et là, tu vois au sol un anneau doré. Anneau doré. Et il fait, oui, je m'en empare tout de suite. Il a compris. Et je lui fais, et tu peux pas t'empêcher de le garder près de ton cœur. Et là, il fait, ah merde, putain, j'étais sûr. Ouais, et là, il s'est passé plein de choses, évidemment, derrière tout ça. Donc, j'étais complètement dérouté. Alors, pour le coup, quand on fait... t'as pas ce problème, toi, avec Donjons & World. T'as pas besoin de
Il n'y a pas de problème d'avoir les joueurs qui vont connaître l'histoire, qu'en fait, ils réalisent leur Ben, histoire. non, non, voilà, c'est ça en fait. Au Mais contraire, c'est du coup, super bizarre, Sam, c'est super bizarre. mais du coup, c'est intéressant. Je pense que si tu te lances dans Dungeon World façon Seigneur des Anneaux, au contraire, c'est intéressant d'avoir des participants qui connaissent l'univers et qui connaissent la trame, parce que l'un des principes de ce jeu, c'est de poser des questions et d'utiliser les réponses, en fait. Donc, à aucun moment, c'est de la narration partagée imposée, hein. C'est vraiment, tu poses des questions et tu utilises des réponses, en fait. Mais si tu veux prendre la réponse telle qu'elle est donnée, tu peux aussi, en fait. Mais par exemple, j'en sais rien, moi, si je devais faire jouer le Seigneur des Anneaux, je prendrais le groupe d'aventuriers qui sont en route pour une ville, ils traversent les grandes plaines du Rohan, ils tombent sur une escouade de cavaliers du Rohan qui a été massacrée, et là, il y a un éclaireur qui arrive et qui tombe sur eux pensant que c'est eux qui ont commis les faits, quoi. Et partir de là, tu enclenches la chose et tu demandes, bon, mais ce cavalier du Rohan, s'il y a un joueur qui est de cette contrée, est-ce que tu l'as déjà vu, est-ce que tu le connais, est-ce que c'est pas le sergent? Et là, tu poses des questions, en fait, au joueur. Tu vas lui demander, est-ce que tu connais ces personnes? Est-ce que tu connais la bannière qu'il porte? Est-ce que tu connais le village qui est à proximité? Oui, c'est tel village, etc. Et à partir de là, en fait, tu vas incorporer les réponses dans le récit qu'on va raconter tous ensemble. Alors, ça demande de la flexibilité et ça demande de l'adaptation, parce que forcément, ça va tordre le cou à l'univers qui est déjà très, très établi, en fait. Voilà. Donc, partant de là, il faut être OK avec ça, il faut que tout le monde soit OK avec ça, je pense. Parce que du coup, soit on sort l'encyclopédie telle qu'elle est établie, soit on se dit, voilà, on joue peut-être 100, 200 ans plus tard, les choses ont changé, ça reste le Seigneur des Anneaux, mais les choses ont un petit peu changé, quoi. Et ça, il faut l'accepter un petit peu. Et Sam, est-ce que, alors toi, tu vas poser des questions, eux, ils vont apporter des réponses, que tu peux accepter ou pas, c'est ça? Ah oui, tu utilises les réponses. Alors, tu peux en prendre un morceau, tu peux prendre la réponse dans sa totalité. On te demande juste de les utiliser parce que du coup, ça permet, toi, de te décharger d'une partie de ta responsabilité. Et je trouve aussi que ça implique beaucoup plus les personnes autour de la table parce que quand tu donnes une idée et que ton idée est utilisée, ça a un côté gratifiant quand même. Voilà. Et par exemple, si un joueur, est-ce qu'il y a une mécanique qui peut mettre le holà sur certaines réponses ou l'utilisation de certaines réponses? Si le joueur il dit oui, mais en fait j'ai un palantir dans mon sac qui est un objet très puissant, mais aussi peut-être qui peut être mal employé, qui est compensé à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de dire ou de mettre en place des choses qui compensent cette puissance de Ouais, réponse? alors en fait, c'est comme je l'ai dit au début, c'est pas de la narration partagée. Donc déjà, c'est le maître de jeu qui a le dernier mot sur l'utilisation de la réponse. Et puis c'est avant tout une conversation. Là, je pense que si le joueur propose ça, il faut lui dire, attends, tu veux vraiment avoir un palantir dans ton sac? Est-ce que c'est vraiment ça qui t'intéresse? Et demander aux autres aussi. Voilà, il est en train de proposer que vous ayez un palantir sur vous. Est-ce que ça vous va, en fait? Oui. À la limite, si ça va à toute la table, pourquoi pas? Ils partent dans un truc épique, ils transportent un palantir. Si tu transportes un palantir, il faut en assumer les conséquences. À mon avis, tu as des sacrées forces du mal qui se mettent à ta poursuite. Donc, pourquoi pas? Mais ça, c'est vraiment via la conversation et via, entre guillemets, le MJ qui pourra dire ça pas trop, etc. Si le MJ veut se poster en forme d'autorité, ce qui est faisable, moi, je prendrais plutôt l'angle personnellement de la conversion. Ok, alors ça vous intéresse? Oui, ok, on y va. Voilà. Je le prendrais comme ça, perso. Ce qui est vraiment intéressant, moi je trouve, dans les PBTA, les Power Apocalypse, quoi, c'est le fait de. En fait, tu rates jamais, en fait. Chaque fois que tu vas rater quelque chose, l'échec, en fait, il construit la narration. Moi, c'est ce qui est vraiment quelque chose, c'est un exercice qui est assez enrichissant. À partir du moment où on participe à ces jeux, même quand on revient à un jeu de rôle, entre guillemets, plus traditionnel, tu vois les choses différemment parce que ça t'a appris justement à faire différent que, bon, j'arrive devant une porte, je veux l'ouvrir, j'ai raté mon jet de crochetage de serrure, qu'est-ce qui se passe? Ben non, la porte est fermée. Mais non. L'échec à Donjon World, c'est, tu as ouvert la porte, si tu fais un échec critique, il y a peut-être ton pire ennemi derrière la porte, ou ce genre de truc, quoi. Donc c'est vraiment ça, en ça que c'est vraiment très intéressant, et j'aime bien comment dire, le traditionnel, les PTA, les solutions qui peuvent se marier les uns avec les autres, en fait. Mais pour reprendre l'exemple du palantir, si le joueur te dit j'ai un palantir dans ma besace et si tous les autres sont OK, quand il y a l'éclaireur du roi qui arrive, je veux dire, là, il t'offre une occasion en or.
il voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, la réaction, tu vas demander aux joueurs, ben voilà, c'est quand même, c'est quoi, c'est une grosse serre, quoi, ça se voit, enfin, je veux dire, on ressent quelque chose peut-être. Tu vas dire aux joueurs, voilà, tu sens que l'éclaireur pressent quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Et là, s'il fait un 6-, ben, tu vas dire, ok, il vous propose de vous accompagner au village à côté et vous allez voir ce qui va se passer. Un 6-, c'est pas forcément un échec, comme je disais au début, c'est un raté qui va apporter des complications, etc., quoi. Donc Alors, ouais, non, pour moi, le Palantir, par exemple, ça serait pas un problème, du moment que tout le monde est OK avec l'idée que le joueur a proposé, quoi. ok. Donc, en fait, toi, Sam, avant qu'au début de que je te connaissais, tu étais quand même assez D&D. Tu jouais un petit peu. Et petit à petit, donc, Mhm. tu as pris goût à ces jeux-là. Et c'est quoi pour toi la grosse différence et pourquoi, en fait? Alors, ça me satisfait pas sur tous les plans ludiques parce que je continue encore à faire des jeux old school comme Old School Essential, etc. Des jeux un peu plus exploration, donjon et tactique, Mhm. un peu plus old school. Mais une fois sur deux, en fait, j'alterne, hein. Donc, un jeu propulsé par Apocalypse, c'est un jeu un peu plus old school ou classique. Euh, Là où c'est frustrant les PBTA, c'est que si on aime le côté un petit peu stratégie, tactique, mise en avant de la dangerosité, il n'y a pas beaucoup de létalité dans les PBTA, par exemple. On peut pas beaucoup. La mort n'est pas hyper présente. On peut, mais c'est pas le plus intéressant dans l'histoire. Quand il y a une mort qui arrive, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Et par exemple, moi, j'aime bien les jeux où la létalité est présente. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, on pourrait considérer que les aventuriers peuvent mourir facilement, quoique c'est pas tellement ce que propose Tolkien au final. On a quand même des héros qui tiennent la route, quoi. Mais voilà, par exemple, moi, il y a cet aspect-là qui ne me plaît pas. Mais ce que j'aime dans les PBTA, c'est justement ces trois voies de possibilités. Et en fait, le 6 mois et les ratés, c'est du fail forward. C'est de l'échec pour aller en avant, en fait. Voilà. D'accord. Mais du coup, tu dois avoir une majorité de joueurs qui ne doivent pas être feignants, qui ont vraiment envie de participer, qui sont pas là Oui. juste pour mettre les pieds sous la table et lancer les Mmh. dés, quoi. Ce qui est une façon de jouer, hein, bien sûr, hein, Bien sans les sûr, bien dénigrer. sûr. Bien sûr, totalement. C'est vrai que du coup, ça demande des joueurs proactifs, donc effectivement qui veulent s'investir et qui veulent donner du grain à moudre à l'histoire. Et ça demande aussi des joueurs qui acceptent, enfin, on appelle ça communément le play to lose, le jouer pour perdre, parce que du coup, tu es obligé de te mettre dans des situations compliquées et surtout quand tu vas jeter les dés, ben, tu as au niveau statistique, probabilité, tu as beaucoup plus de chances que la situation se dégrade qu'elle ne s'améliore, en fait. Donc, il faut accepter d'aller de complication en complication, en fait. Et si tu n'as pas des joueurs qui acceptent ces deux choses-là, c'est vrai que ça passe pas forcément, quoi. Ok. Donc, et pour ta proposition, Farid, donc, tu... c'est un vieux système quand même, GRTM. C'est un système avec plein de compétences. Comment ça fonctionne, en fait? Ouais, ouais, D'après mes souvenirs, c'est un vieux truc, quoi. oui, c'est récupéré dans le master qui vit encore, hein, qui vit encore. Il y a un éditeur qui continue à le faire vivre avec. Bon, Hmm. alors, par contre, la licence Seigneur des Anneaux n'est plus présente. Il y a le principe ARP, qui est un peu ce qu'on voyait dans JRTM, une version pas plus simple, hein, plus légère de Rollmaster. Il y a quand Hmm. même des univers originaux, bon, évidemment, moins séduisants. Mais Et encore, ça s'adresse donc à des joueurs qui aiment bien le crunch, quoi. non, pas évident, pas évident. Plutôt, mais pas évident. Là, pour Rollmaster, c'est sûr qu'il y a un combat, que tu lances les dés, que tu fais des OG, puis que tu vas relancer. Bon, c'est ça, c'est l'intérêt ludique de lancer les dés, le suspense, Hmm. etc. Relancer les dés pour voir le résultat de ton attaque. C'est sûr que c'est très plaisant. On cherche régulièrement à arriver à ce principe-là. Mais après, bon, concernant le Seigneur des Anneaux, c'est surtout vivre des aventures dans ce merveilleux univers, hein, qui est vraiment unique, même si il a inspiré beaucoup d'auteurs de romans et beaucoup d'auteurs de jeux. Donc bon, il y a quand même une partie conte, une partie féerie quand même à prendre en compte. Mm. Et D'accord. là, pour revenir moi à mon principe où je vais prendre l'histoire à contre-pied et surprendre les joueurs, il faut quand même avoir en tête que les joueurs disent ok, c'est bon, Farid il nous masterise le Seigneur des Anneaux, on connaît bien, on sait que si on traverse la Moria,
il faut faire gaffe à ci, il faut faire gaffe à ça. Puis de toute façon, il n'y aura pas le Balrog, ça m'étonnerait. Il est mort, entre guillemets, mourir. On a vu que Gandalf a ressuscité, donc le Balrog, en fait, il peut ressusciter. Donc, bon, ok. Moi, je les ai fait traverser Foncombe après le départ d'Elrond, etc. Donc, ils ont découvert plein de choses fabuleuses. Donc, tout le temps, le truc, c'est que putain, nos personnages vivent dans un univers connu, archi connu, mais en fait, on ne connaît rien parce que Farid, il nous a pris à contre-pied et on a envie de découvrir. On a vraiment envie de découvrir. Donc, évidemment, derrière tout ça, il y avait une intrigue, etc. que j'avais Mais là, mis en place. tu parles comment dire, des intrigues que toi, tu as développées, alors. Ouais, complètement. Oui, D'accord, bien sûr, ok. bien sûr. Mais ça a été facile pour moi, entre guillemets. Ça a été quand même beaucoup d'écriture, de mise en place de repères, quand même, parce que j'ai fait facile, hein, je m'inspire de l'histoire originale, je la modifie à ma façon. Je mets les éléments que moi j'ai envie d'y mettre. Alors surtout, moi, c'est des éléments, j'adore surprendre mes joueurs, toujours prendre le contre-pied, même quand je suis une trame qui est en place. Et bon, voilà, c'était à la fois facile, mais ça demande du travail quand même. Ça demande pas mal de travail, parce qu'en face, tu as des joueurs qui connaissent bien le système, qui connaissent bien l'univers. Donc il ne faut pas non plus Bon, là, donc, faire n'importe quoi. on arrive à la fameuse opposition qu'il peut y avoir entre le système le PBTA et le système traditionnel au niveau du temps de préparation. Moi, du coup, ouais, il y a la préparation. Non, moi, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose au niveau mécanique. Là, on prend un univers et on le joue avec un système, donc Rollmaster, un peu adapté. Ma question, c'est est-ce que les mécaniques t'accompagnent pour adapter cet univers? Parce que là, pour le coup, Dungeon World, c'est ce qu'il peut faire, quoi. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ah, évidemment. Et oui, non, mais ouais, oui. Évidemment. Ouais. Mais du coup, moi, ce que je trouve intéressant dans les propositions des jeux propulsés par l'Apocalypse, etc., c'est qu'on te propose de jouer dans un cadre fictionnel très particulier. Et en fait, en termes de game design, toutes les mécaniques vont tendre vers le fait de jouer ce type de fiction. Je vais donner un exemple. Si tu prends Dungeon World Vanilla, donc de base, tu peux a priori jouer dans le monde du Seigneur des Anneaux. Ça ne devrait pas trop poser de problème. Voilà. Mais en fait, ce que te propose le jeu, c'est il te dit, voilà, vous allez jouer votre campagne, ça va être votre partie, vous allez vous l'approprier. Et surtout, toi, le maître de jeu, ou même les autres participants, créent des mécaniques. Je donne un exemple, on va rester un petit peu sur le même fil. Avec le Palantir, si les joueurs ont un Palantir, moi, entre deux sessions, je vais créer une mécanique avec le Palantir. Donc, pour créer une action à Dungeon World ou d'autres jeux comme ça, c'est assez simple, en fait. C'est ça qui est cool, parce que tu peux facilement mettre les mains dans le cambouis. Les actions, en général... Ouais, vas-y. Les mains dans le cambouis, c'est toi qui sais le faire ou c'est le jeu en toi qui te le propose dans le livre de base? Le jeu te le propose dans le livre de base, il te donne les pistes pour le faire, en fait, pour reproduire les actions. En fait, une action, elle a un déclencheur fictionnel et elle a tout un déroulé. Par exemple, pour le Palantir, je vais pouvoir créer une action, elle va commencer comme ça va être quand tu plonges ton regard dans le Palantir, jette 2d6 plus sagesse, admettons. Et à partir de là, sur 10+, il se passe ça, sur 7-9, il se passe ça, et sur 6-, il se passe ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire quand on regarde dans un Palantir? Je sais pas, on attire les forces démoniaques. Donc sur 6-, tu prends une grosse tuile dans ta tronche. Sur 7-9, ça se passe pas trop mal, tu as une info sur le futur, mais tu attires quand même une intention malveillante. Et sur 10+, tu as ton info sur le futur, tout va bien. Donc ça, je trouve ça cool avec ce genre de jeu, parce que du coup, tu peux vraiment t'approprier les mécaniques et apporter quelque chose en plus de l'univers, c'est-à-dire designer un peu ton propre jeu pour faire en sorte que ça colle à ce que la table est en train de jouer, quoi. Alors tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est ça le paradoxe, c'est que à chaque fois qu'on parle de Rollmaster, MERP, et RTM, on parle tout de suite des règles. On ne parle pas des univers qui accompagnent Rollmaster. On dit les règles, machin, les tableaux, les trucs. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, il y en a qui sont entre les deux, etc. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, moi, pour mon principe, ou le principe de base, c'est que les règles pour Rollmaster et GRTM, c'est juste un agrément. Si tu t'en sers ou tu t'en sers pas, tu peux faire une session de 4-5 heures de jeu sans utilisation des règles, sans un jet de dés. Alors que toi, étonnamment, pour un jeu où il y a une vraie narration partagée, on est... Ouais. Non, mais oui. j'emploie ce terme, mais c'est peut-être un autre terme. Non, bien sûr. Et là, les règles aident à la narration, clairement.
aide ou pousse à différentes voies dans la narration. Donc Alors ça veut... justement, ce sont des jeux très mécaniques, hein. Ça plaît pas à tout le monde. Les mécaniques viennent s'inviter régulièrement. Il peut se passer 1 heure, 1 heure et demie sans qu'on jette les dés, mais clairement, si on veut que l'histoire rebondisse, qu'il y ait des complications, etc., il faut jeter les dés. Ah oui, oui, bah alors pour le coup, je confirme. Moi, on m'a dit, fais du PBTA, tu vas voir, c'est facile. J'ai testé hier. C'est pas que c'est difficile, c'est que, en fait, c'est un autre jeu, donc il faut s'accaparer les règles un petit peu quand même. Ça demande un petit temps d'appréhension. Voilà, moi j'aime beaucoup parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, ça permet ludiquement, c'est très intéressant, quoi. Après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette omniprésence mécanique, du coup, et aussi le fait qu'on soit enfermé dans un type de fiction. Par exemple, si tu joues à Dungeon World, à High Fantasy pour le Seigneur des Anneaux, bah, tu vas faire que ça. Je veux dire, tu vas pas pouvoir partir dans un délire Dark Fantasy ou dans un délire gritty où les personnages peuvent mourir au moins de coups d'épée. Non, ça sera pas possible en fait, parce que tu es dans un cadre fictionnel précis. Et ça, il y a des gens, ils apprécient pas, quoi, en fait. Ça leur Oui, va mais pas. après, il y a plein de PBTA pour jouer d'autres cas plus spécifiques. Bien sûr. Oui. Donc en fait, toi, Farid, tu es un de ces MJ qui, finalement, les règles, c'est juste... c'est pas très important, en fait. Non, non, de toute façon, d'un point de vue général, alors c'est marrant parce que moi je vais dire ça comme ça, mais j'adore découvrir de nouveaux systèmes originaux. Moi, à chaque fois qu'un jeu sort, j'espère une chose, c'est que ça ne reprend pas un système déjà connu. Parce que Oui. j'adore découvrir les mécaniques de jeu. Alors d'ailleurs, je modère ce que je dis parce que même si, par exemple, pour ce que cite la série de jeux dont parle Sam, je pense que suivant les univers, il y a des mécaniques qui sont proposées en plus ou qui sont modifiées, etc. Ça peut être le cas pour des jeux génériques d'aujourd'hui. Je pense aussi à de vieux jeux comme GURPS, suivant les univers, qui va proposer des mécaniques en jeu. Mais sinon, j'adore découvrir des principes, des systèmes originaux. Et un qui m'a fait le plus plaisir à la lecture, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu français, un jeu de rôle français, qui s'appelle Humanidine, un jeu de super-héros, Oui, bien qui sûr. se passe, alors je ne sais plus ce que c'est une sorte de Mexique ou d'État du Sud américain, je ne m'en souviens plus trop. Mais le système de jeu est une vraie petite perle. Je vous invite à le découvrir si vous avez la possibilité. Oui, Et en fait, pour faire court, la création du personnage est très ouverte. Il n'y a pas de caractéristiques définies, etc. La création des pouvoirs aussi. Et pour une situation et la résolution d'une action, tu prends les risques que tu veux. Donc, plus tu jettes de dés, plus tu prends de risques, mais tu risques d'avoir une réussite extraordinaire. Moins tu en jettes, moins tu prends de risques, mais la réussite risque d'être assez réduite. Donc, moi, j'adore ça. Mais bah, c'est normal que final, tu adores ça, vu que tu es professeur, tu enseignes un peu le game design. complètement. Oui, voilà, Moi, c'est ça pas fait 10 illogique. ans que j'enseigne la création de jeux, alors principalement de jeux de rôle et de jeux de plateau et d'escape room, de livres dont vous êtes le héros, donc plus des choses tangibles, moins dématérialisées comme les jeux vidéo. Mais j'adore les découvrir, mais je peux ne pas les utiliser au cours d'une séance de jeu, sans problème. C'est pas mon souci particulier. Mon souci, c'est que les joueurs vivent un beau moment et qu'ils aient envie de revenir. Pour moi, un maître de jeu, de toute façon, c'est un animateur. La fonction première du maître de jeu, c'est souvent la définition que je donne, c'est un animateur. Il anime une séance de jeu, qu'il fasse du Dungeon World ou qu'il fasse du MERP ou du Donjon et Dragon, etc. Et qu'il va rester en général sur un cliffhanger à la fin. Et les joueurs ils vont être là, non, s'il te plaît, on s'arrête pas là, s'il te plaît. Non, samedi prochain et tout. Moi, du coup, c'est marrant parce que moi, j'aime bien de temps en temps me mettre dans cette posture d'animateur et tout ça, mais j'aime bien aussi me jouer, du coup. J'aime bien être un joueur quand je suis dans cette posture-là. Ouais. Et je trouve que voilà, les jeux comme Dungeon World te mettent un peu plus dans une position de joueur. Mais du coup, c'est intéressant cette conversation parce que du coup, est-ce que les mécaniques doivent accompagner la fiction ou le jeu, ou alors est-ce que non, quoi. Voilà, je suis pas certain. Moi, j'aime bien en tout cas quand les mécaniques sont pensées dans un schéma global et qui accompagne le jeu. Je connais pas du tout l'anneau unique. Je sais pas s'il a des mécaniques spécifiques au Seigneur des Anneaux, mais là, visiblement, JRTM, Oui. c'était accompagné de quelque chose de très générique en fait.
Ouais, Alors, donc, j'ai fait un petit peu d'anneaux uniques. Oui, oui, en effet, il y a des mécaniques qui sont très propres au Seigneur des Anneaux. complètement. Voilà, ils ont beaucoup insisté sur le voyage. Donc Ouais. déjà, donc après la gueule de Sauron, tu deviens de plus en plus corrompu par rapport à ce que tu fais. Donc il y a vraiment des mécaniques qui sont assez intéressantes. Après, il y a quelques gens, enfin, évidemment, c'est toujours des jeux qui sont à plus long terme un peu critiqués, quoi, mais c'est vraiment une nouvelle mécanique qui était assez intéressante, qui a beaucoup plu, hein. Et surtout, je trouve les scénarios qui sont très très bien. Il y a beaucoup de scénarios très intéressants sur l'anneau unique qui proposent de jouer dans des cadres très un peu bac à sable, quoi. Et je tiens à préciser que dans Middle-earth Role Playing, donc jeu de rôle La Terre du Milieu en français, que je crois que c'est 82, hein, je crois que c'est le premier jeu de rôle où on te propose de gagner des points d'expérience par rapport à la distance parcourue, le Ah nombre ouais. de miles parcourus durant ton voyage. Donc il y avait déjà, il y avait Ouais, déjà au cette final, notion de voyage. voilà, il y avait quelques mécaniques quand même qui venaient Ah, complètement, appuyer oui. un peu. Ouais, Oui, ouais, ils ont ouais, modifié, d'accord. ils ont adapté, bien sûr. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Comme l'utilisation, encore une fois, de la magie ou de certains objets magiques qui font que tu vas gagner des points de corruption, etc. Et Ah oui, ça va sûrement réveiller des Nazgûl ou Sauron qui sont pas loin. d'accord. Ah oui, c'est pas totalement neutre non plus. Non, non, Ok. non, non. Farid, donc toi, par exemple, si tu joues à peu près, on va dire, une campagne à GRTM, ça va durer combien de temps? Ça va combien de parties? Comment... Alors, moi, je mets jamais de limite. Je sais que cette campagne là dont je parlais, que j'ai mis en place, le What If, on a dû. Alors, j'avais fait avec deux groupes et surtout le deuxième groupe, on a dû jouer sans terminer, hein, sur 25 sessions et c'était pas terminé. Je les ai fait partir, moi, Pas mal. pratiquement de Minas Tirith, remonter le long de l'Anduin, passer par la Moria, passer à Foncombe abandonné et trouver les trésors de Foncombe qui ont été Ok. laissés sur place. 25 Puis séances, ça fait quoi? Ça fait tu joues une fois par mois, une fois par semaine? ça dépend. Alors, il y a eu des périodes où on a joué une fois par semaine, d'autres périodes où on jouait une fois par mois, donc ça a été très très variable. Ça a été avec le deuxième groupe, ça a été sur 3 ans à peu près, hein. Waouh, ok, d'accord. Ah oui. Donc, Des sessions de 3 heures, du coup, 3-4 heures ou un peu plus? ouais, même plus, plutôt Ouais, entre 4 et 6 heures. ouais, d'accord. Ouais. Ce Mais format-là, moi, ouais. moi je peux prendre tout mon temps et laisser les joueurs réfléchir. Pour de l'actuel play, ça irait pas du tout. Mais Ouais, pour une scène, il y a des fois, ils ont été bloqués pendant 2-3 heures sur un truc tout bête, tout simple, où ils voyaient un objet qui était présent, qui était important, mais ils n'osaient pas y aller parce qu'ils pensaient qu'il allait se passer des choses s'ils s'en emparait, alors que non. Ok. Donc là, on est dans un jeu de rôle traditionnel. Je n'ai pas trouvé mieux comme terme, ça. Et avec 25 séances, une trentaine de séances sur quelques années selon ouais. les étapes que vous allez faire. Et par contre, sur Donjon World, on ferait comment à peu près? Bah, Dungeon World et les jeux propulsés par l'Apocalypse en général ont une proposition qui est beaucoup plus resserrée. On va fonctionner un petit peu à la manière des séries télévisées par saison. Parce qu'en fait, quand tu mènes ce genre de jeu, tu vas créer des fronts ou des dangers qui ont une issue qui n'est pas inéluctable, mais qui peut arriver. J'en sais rien, admettons que Sauron veut récupérer le fameux Palantir. Ben, je vais créer un front, et l'objectif final, c'est Sauron a récupéré le Palantir. C'est quoi un front Voilà. en fait? Ben, en France, c'est ni plus ni moins qu'un agenda, avec des étapes. Première étape, Sauron envoie ses Nazgûl à la recherche du Palantir. Deuxième étape, les Nazgûl repèrent le Palantir. Troisième étape, les Nazgûl tendent une embuscade aux joueurs. Quatrième étape, les Nazgûl récupèrent le Palantir. Et cinquième étape, le Palantir est entre les mains de Sauron. C'est ni plus ni moins qu'un agenda comme ça que tu déroules. D'accord. Mais à la différence que si ça, tu le crées après la première séance, parce que avant de jouer, moi, je ne savais pas qu'ils allaient récupérer un Palantir, en fait. Donc, je vais le créer entre la séance 1 et la séance 2, mon front. Et du coup, D'accord. je vais créer ça. Et en fait, ça va pas forcément arriver. Les joueurs vont pouvoir l'arrêter, bien évidemment. Et du coup, ça va être mon front de campagne, ça va être mon arc narratif principal, en fait. Mhm. Ben, une fois que cet arc narratif principal est résolu, ben, on peut considérer qu'on a terminé la saison. Et puis, peut-être qu'on fera une saison 2 avec une nouvelle aventure, Et parce que c'est une porte qu'on n'a pas fermée, etc. Et ça, en général, ça dure entre
6 et 10 sessions de 3 heures environ, quoi. D'accord. C'est plus ou moins la norme dans les jeux propulsés par l'Apocalypse. Il y en a certains qui vont au-delà des 10 sessions, mais en général, c'est une moyenne de 10 sessions, quoi. Oui, voilà. c'est ça. Et d'ailleurs, Sam, ça veut dire que dans les jeux motorisés par l'Apocalypse, ça veut dire que le maître de jeu, quand même, doit prendre des notes en cours de partie et a un travail, comme tout meneur de jeu, en général, entre 2 sessions. Bien sûr, bien évidemment. Du coup, là, le travail est un peu différent. La session 1, tu arrives quasiment les mains dans les poches. La seule chose que tu dois connaître, c'est les mécaniques, en fait, histoire de bien fluidifier la partie. Hein, tu viens en facilitateur. Mais vu que tu sais pas ce qui va se passer, tu peux pas prévoir. À la limite, moi, ce que je faisais de temps en temps, c'est tu peux prévoir un petit arc narratif sur l'épisode, en fait, de 3 heures, qui va se résoudre rapidement. Comme ça, au moins, tu les mets direct dans l'action. Tu as une première scène, une accroche. Et ensuite, effectivement, c'est plus de la préparation entre 2 sessions. Entre 2 sessions, tu vas passer une demi-heure à reprendre tes notes, à faire avancer tes fronts, à regarder un petit peu tes cartes relationnelles, etc. C'est plus j'appelle ça de l'entretien entre 2 parties, plutôt que de la préparation, en fait. Oui, c'est ça, tu peux gérer les fins de scénario avec les fameux moves ripaillés ou... Et effectivement, ouais, c'est vraiment très, très axé série télévisée. Hein. Donc, tu as des arcs narratifs, tu as des manœuvres, des actions de fin de session, de fin d'épisode quasiment, où tu vas te demander est-ce qu'on a découvert quelque chose, est-ce qu'on a battu un monstre remarquable, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, Bon, ben, il y a un aspect très série télévisée, et justement, c'est super rythmé pour faire de l'actualité. bon, je pense on arrive à faire un peu le tour de la question. Et bon, ben, je vous remercie d'avoir participé. Et puis, Ouais, c'était chouette, merci beaucoup. on va donner rendez-vous. On fera certainement d'autres émissions concernant le comptoir avec aussi bien nos intervenants que d'autres personnes. Et je vous dis donc à bientôt. À bientôt tout le monde, merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Ouais.